Bonjour, ici Tammy Kamal. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je souhaite vous remercier. Et j'ai été comblé par vos nombreux commentaires positifs et par vos questions. Un immense merci et beaucoup de gratitude. Et c'est la raison pour laquelle je vais insister dans cette vidéo sur l'importance de la liberté financière pour réaliser vos rêves les plus fous et ne plus subir un système injuste. Comme vous le savez, l'économie moderne présente de nombreuses incertitudes. Les retraites sont pour le moins menacées. Et je ne parle même pas de l'avenir du marché de l'emploi. Si vous voulez prendre les devants et vous occuper de votre liberté financière, je pense que c'est le moment ou jamais. Ce n'est pas que je pense, c'est je suis convaincu. Et je vous recommande vivement de ne pas perdre une minute. Je ne suis pas devenu libre financièrement du jour au lendemain. Pourtant, j'avais tous les atouts, toutes les clés en main pour le devenir rapidement. Mais les aléas de la vie ont changé radicalement la donne. Et je n'avais pas pris mes précautions ni fait le nécessaire. Et ce qui m'est arrivé à moi, ça aurait pu vous arriver à vous et ça aurait pu arriver à n'importe quelle personne. J'ai bataillé dur pour y arriver, pour réaliser cet objectif qu'est la liberté financière. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le fruit de mon expérience et le fruit de ce travail acharné. Je vais revenir dans cette vidéo sur pourquoi 99% des personnes subissent le système. Pourquoi seulement 1% des plus riches maîtrisent la totalité du patrimoine ou quasiment. Vous savez que 1% des plus riches de la planète possèdent plus que les 99% restants. Ce chiffre suffit pour dire et pour prouver que le monde est injuste. Je n'ai pas besoin de vous le démontrer. Donc, si aujourd'hui vous souffrez financièrement, ne vous inquiétez pas. Vous faites partie des 99% des personnes qui souffrent financièrement. Mais si vous n'acceptez pas votre situation actuelle, si vous considérez qu'elle est injuste, alors vous êtes au bon endroit. Mon objectif, c'est de vous apprendre comment faire partie des 1% de personnes qui sont libres financièrement. Et croyez-moi, ce n'est pas une formule marketing. C'est la réalité, c'est du concret. Ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre à l'école, à l'université ou auprès de vos parents. Je n'ai pas appris ça à l'école et ce ne sont pas mes parents qui m'ont appris ça. Et je préfère être direct avec vous plutôt que de vous raconter de belles histoires sur comment vous allez devenir riche en 3 mois ou comment vous allez gagner des millions en faisant des options binaires. D'accord ? Mon but, ce n'est pas de vous dire ça. Mon but, c'est de vous dire qu'il y a des personnes, effectivement, qui peuvent vous faire du marketing à la perfection et vous dire que vous allez devenir riche très rapidement. Ce n'est pas ma manière de procéder. Ce que je peux vous promettre, c'est que vous bénéficierez d'une méthode extrêmement solide pour devenir libre financièrement en moins de 10 ans ou en moins de 15 ans, peut-être même en moins de 5 ans, peu importe. L'idée, c'est que vous allez avoir un plan, d'accord ? Mais avant d'arriver au plan, il faut comprendre les origines de votre échec. Pourquoi aujourd'hui vous souffrez sur le plan financier? Pourquoi aujourd'hui les riches sont aussi riches et les pauvres sont aussi pauvres? Alors, comme vous le savez, les inégalités ont explosé aujourd'hui. Et quand vous entendez les gourous de l'argent, ils vous disent que effectivement les riches sont riches parce qu'ils ont le mindset, parce qu'ils réfléchissent différemment, que les pauvres sont pauvres parce qu'effectivement ils n'ont pas le bon état d'esprit. J'ai pas envie de dire que c'est faux, que c'est totalement faux, parce qu'il y a du vrai dans tout ça. Mais il y a aussi, et il faut regarder la réalité en face, certaines personnes riches n'ont aucun mindset. Pourtant elles sont riches. Pourquoi? Parce qu'elles ont hérité. Le système en plus leur est favorable. Si vous avez déjà de l'argent, si vous évoluez dans les beaux quartiers, si vous avez fait les bonnes écoles, croyez-moi, vous aurez beaucoup plus de chances de devenir riche que quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui n'avait pas des parents riches. Les pauvres et les classes moyennes, et je parle même des classes moyennes, c'est-à-dire des cadres, etc., on s'aperçoit que ces classes moyennes ne font que s'appauvrir. Il y a plein de bouquins qui ont été écrits sur le sujet. Donc, les pauvres et les classes moyennes s'appauvrissent, le système leur est défavorable. Par contre, les riches s'enrichissent jour après jour après jour. Et encore une fois, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de mérite. Le riche ne s'enrichit pas parce qu'il pense différemment, parce qu'il réfléchit différemment. Encore une fois, c'est du pipeau de marketing tout ça. Il s'enrichit parce qu'il est dans le bon système
Il est né au bon endroit et il est au bon endroit au bon moment et il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il n'y a aucun mérite dans tout ça si ce n'est d'être au bon endroit au bon moment. Donc la question que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que je suis du bon côté de la barrière? Si vous êtes libre financièrement, sans doute que vous l'êtes. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous devez faire pour corriger le tir au plus vite? Pour prolonger mon point de vue, j'ai envie de partager avec vous cette analyse sociologique de deux grands sociologues français. Alors ils ont fait un peu polémique, mais c'est intéressant. Ces deux sociologues sont Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Tous deux directeurs de recherche au CNRS et assez prestigieux. Et alors qu'est-ce qu'ils disent? L'ampleur des inégalités économiques est infinie, quasi infinie. Paris abrite des familles dont les patrimoines se chiffrent en milliards d'euros et des personnes sans domicile, dont la préoccupation quotidienne est de survivre. Mais la richesse ne se limite pas à l'argent. Celui-ci suppose, pour se légitimer, une certaine culture et génère un réseau de relations sociales très étendu. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'argent qui fait la différence, c'est également le réseau. Le rapport à la culture s'appuie aussi sur une solide éducation, à travers la famille, un milieu scolaire privilégié, marqué par l'homogénéité sociale des condisciples. C'est-à-dire qu'ils sont et ils se connaissent très bien et ils viennent du même milieu social. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a les rallyes. Donc je continue, les rallyes, ces groupes de jeunes constitués par les mères commencent par des sorties culturelles à partir de 12 ans pour se terminer par les grandes soirées dansantes de l'adolescence. Un exemple, les enfants d'un rallye du 16e arrondissement ont visité l'ambassade de Grande-Bretagne, rue du Faubourg Saint-Honoré, près du palais de l'Élysée. Donc c'est quand même un endroit très prestigieux. Plusieurs familles connaissaient personnellement l'ambassadeur qui a accueilli en personne les enfants et les quelques mères qui les accompagnaient. Et c'est sous sa conduite, c'est-à-dire que c'est l'ambassadeur de Grande-Bretagne, que les invités ont découvert cet hôtel particulier. Il leur a servi de guide, abondamment décoré d'œuvres et d'objets de grande qualité. Les enfants apprennent ainsi très tôt que la culture est consubstantielle à leur milieu social et elle se déguste en compagnie des pairs, que leur famille dispose de relations au plus haut de la société, que la culture n'est pas la spécialité de l'école, mais que l'école ne fait que présenter aux enfants ce qui constitue l'ordinaire de la grande bourgeoisie. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à des années-lumière de ce que nous explique Kiyosaki et son Rich Dad, qui paraît comme un has-been, quand on voit effectivement les gens de la haute société et le Rich Dad de Kiyosaki, ça n'a rien à voir. Et quand on le compare à la grande bourgeoisie parisienne. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de grands bourgeois quand j'ai fait mes études à Assas, Paris 2 Assas, et j'ai côtoyé des grands bourgeois. Ils avaient des hôtels particuliers, ils habitaient rue de Rivoli. Par exemple, j'avais des personnes avec moi qui étaient étudiants, qui habitaient à côté de la place Vendôme. Moi, j'étais sans le sou et boursier. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on vivait dans deux mondes différents. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans la même sphère. On ne vivait pas dans la même catégorie. Moi, j'étais dans ma chambre de bonne et eux, ils étaient dans leurs hôtels particuliers. J'appelais chez eux, je tombais sur la gouvernante. Ils se connaissaient, donc tous quasiment, ils se connaissaient depuis des années et des années. Ils avaient fait les mêmes lycées, ils avaient côtoyé les mêmes milieux, ils jouaient au golf ensemble. Ils n'avaient rien fait pour mériter d'être riches. Mais ils avaient eu la chance d'avoir des parents riches, voire très riches. Et le système le leur rendait bien. Moi, je me souviens que quand j'envoyais mes CV, j'étais obligé d'envoyer plein de CV pour avoir un entretien. Eux, ils n'étaient même pas obligés d'envoyer des CV puisqu'ils avaient automatiquement des propositions de stage. Je me souviens qu'une personne qui était assise à côté de moi a obtenu un stage dans une grosse banque américaine très célèbre. Et il est venu et je lui ai posé la question, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Tu lui as montré tes analyses, etc. Il a dit « Non, j'ai parlé de golf. » Imaginez, vous allez dans un entretien pour un stage, pour nous c'était quasiment un entretien d'embauche, et vous ne parlez pas de finance, vous parlez de golf. Et vous êtes recruté. Moi, je me cassais la tête à comprendre les marchés, à faire de l'analyse technique, à lire tous les bouquins possibles et inimaginables. Lui, il n'avait qu'à faire du golf
et a parlé du golf. Et son père, d'ailleurs, avait plusieurs golfs. Et c'est là où je me suis dit, on n'est pas dans la même catégorie. Il y a des personnes qui sont au-dessus, qui font partie des 1%. Et ces gens-là, ils n'ont même pas besoin de travailler. Ils le font parce que ça leur fait plaisir. Mais ils n'ont même pas besoin de travailler. L'argent, c'est quelque chose d'acquis. Et vous avez les 99% restants qui, eux, galèrent, qui, eux, vont travailler pendant 40 ans pour avoir une retraite hypothétique. Attention, moi, je n'ai pas envie de parler de lutte des classes, de c'est injuste, ils sont riches, ou d'être jaloux. Non, 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 c'est comme ça. Mais encore une fois, j'ai envie de vous parler de la réalité, pas de Kiyosaki qui vous dit « ouais, il faut réfléchir et vous allez devenir riche ». Non, il faut regarder la réalité en face. Il y a des gens qui sont riches pas parce qu'ils réfléchissent. Ils sont riches parce que leurs parents sont riches et ils sont riches parce qu'ils sont dans un système qui favorise cette richesse. Et pour moi, je me suis rendu compte également que cette minorité constitue une caste quasiment intouchable. Et beaucoup de personnes n'en feront pas partie. Et moi, je n'ai pas envie d'en faire partie. D'ailleurs, je suis très content où je suis et ce n'est pas mon but d'en faire partie de cette caste. Mais, et c'est là où on en revient à nous, si vous êtes du bon côté de la barrière, tant mieux pour vous. Si vous ne l'êtes pas, classe moyenne ou revenu modeste, préparez-vous au pire. Pourquoi préparez-vous au pire? Je n'ai pas envie de dresser un tableau sombre de la situation. Mais il faut revenir sur la situation inédite qu'on est en train de vivre. Le monde n'a jamais été aussi inégalitaire qu'aujourd'hui. Il y a une poignée d'individus qui détient la majorité de la richesse mondiale. Selon le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, les inégalités dans les pays de l'OCDE n'ont jamais été aussi élevées. Et l'étude réalisée par l'ONG Oxfam le confirme. Les 1% les plus riches de la planète possèdent 80 milliards d'euros. Et un patrimoine cumulé qui devrait dépasser celui des autres 99% en 2016. Vous imaginez, les 1%, ils possèdent 80 milliards. Pire, 80 personnes seulement possèdent autant que la moitié de la population mondiale, soit 3,5 milliards de personnes. Me dire que c'est normal, c'est logique et c'est le mindset, c'est du pipeau. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, les classes moyennes, elles vont s'appauvrir, elles vont énormément souffrir durant les prochaines décennies. Et vous avez tous entendu parler de Thomas Piketty. Bon, il a été reçu par Obama, par pas mal d'hommes politiques. C'est l'économiste français qui est à la mode aujourd'hui. Mais il a écrit un super bouquin. Et dans ce bouquin, il revient sur les inégalités, il l'explique. Il dit, la première raison, c'est quoi? C'est qu'on est dans finalement un système mondialisé. Vous avez la Chine qui est arrivée sur le marché du travail. Et bien évidemment, on a eu l'afflux de personnes peu qualifiées, des travailleurs peu qualifiés, qui ont tiré les salaires vers le bas dans les pays riches. Et on voit bien qu'effectivement, si vous n'êtes pas surdiplômé et si vous n'avez pas un super poste, vous souffrez dans les pays riches. Le taux de chômage chez les personnes peu qualifiées a fortement augmenté. Les grandes victimes sont généralement les personnes les moins bien formées. Les riches ont su tirer profit de cette situation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé. Ils ont placé à l'étranger, ils ont placé en Chine, ils ont placé dans les endroits où ça se passait plutôt bien. Donc ça, c'est la première raison, mondialisation et bien évidemment concurrence au niveau du marché du travail. La deuxième raison réside dans une grande inégalité dans le système éducatif, l'éducation, l'école. L'éducation de qualité est réservée aux enfants des personnes les plus riches. Par exemple, est-ce que vous saviez que pour faire partie de Harvard, il fallait faire partie des 2% des Américains les plus aisés? On s'aperçoit qu'à Harvard, le revenu moyen des parents d'étudiants correspond actuellement au revenu moyen des 2% des Américains les plus aisés. C'est-à-dire qu'à 98%, on les met de côté, ils font partie des 2% les plus aisés. La situation n'est pas différente en France. Et généralement, quand on étudie effectivement les statistiques, ce sont les enfants des familles aisées qui parviennent à rejoindre les meilleures écoles et donc à occuper les postes les mieux payés. Selon le journal Le Monde, pour réussir Polytechnique, il vaut mieux être parisien, pas provincial, parisien, issu d'une famille aux revenus confortables, plutôt qu'un jeune boursier provincial. Et d'ailleurs, à Polytechnique, on ne trouve que 13% de boursiers, 1 sur 10. Or, ce sont généralement les polytechniciens et les diplômés des meilleures écoles
qui vont accéder aux meilleurs postes. Et pourquoi c'est intéressant ce pourcentage? Ces 13% font partie des 90%, on est bien d'accord. Donc sur les 90%, vous avez 13% et sur les 1% ou les 2%, vous avez 90%. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous avez sur la minorité une majorité à Polytechnique et sur la majorité, vous avez une minorité à Polytechnique. Et ça nous pousse effectivement à nous poser des questions. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les meilleurs postes, quand vous prenez les entreprises du CAC 40, qui dirige les entreprises du CAC 40? Des polytechniciens, des diplômés de l'ENA, des diplômés d'HEC, que ça. Donc, qui occupe les postes clés, qui occupe effectivement les postes où les rémunérations sont les plus élevées? Généralement, des personnes issues des classes aisées. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et c'est intéressant parce que ça nous permet justement d'avoir un recul par rapport à tout ça et de se poser les bonnes questions. Est-ce que le marché du travail va vous permettre de faire la différence? Est-ce que vous pourrez vous battre à armes égales en travaillant dans un job classique? En France, c'est quasiment impossible. Et même en Grande-Bretagne, j'y reviendrai par la suite. Mais vous avez toujours ce système de caste. Alors bien évidemment, il y a des exceptions, il y a des personnes qui sortent du lot, il y a des personnes qui font le max. Mais c'est rare. D'accord? Par exemple, quand j'ai passé l'agrégation, je me suis retrouvé avec des personnes qui ont réussi l'agrégation, qui avaient fait HEC, le SCP, l'ESSEC, et dont les parents étaient agrégés ou faisaient partie des classes sociales favorisées, des classes intellectuelles favorisées. Et j'étais le seul dont les parents n'avaient pas fait d'études supérieures. Donc c'est intéressant parce que ça permet de voir encore une fois que statistiquement, on a des phénomènes qui se répètent. D'ailleurs, même quand on étudie les États-Unis, les grandes fortunes mondiales comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, donc vous savez que Bill Gates il a fait Harvard, il est issu d'une famille aisée, Zuckerberg également, Jeff Bezos, alors lui il a fait Princeton, mais voilà, c'est un autre mais ils ont fait des grandes écoles. Ils sont issus de familles aisées, ils ont effectué au moins une partie de leur scolarité dans des universités prestigieuses. Et j'ai pas envie encore une fois de vous dire, voilà, c'est impossible de réussir, mais on va y arriver par la suite. Mais j'ai envie de vous dire, oui, le monde est injuste. Il faut regarder la réalité en face. Et croyez-moi, ce ne sont pas les politiciens qui vont changer la donne, qui vont vous dire, voilà, on va faire ceci, on va faire… Non, il y a un système. Soit vous en faites partie, soit vous n'en faites pas partie. Mais il y a effectivement un système. Et si effectivement vous faites partie d'une classe sociale assez favorisée, ben vous partez avec un avantage. Sinon, vous partez avec un énorme désavantage. Et pour devenir libre financièrement, il faut d'abord regarder la réalité en face. Et il faut impérativement comprendre le fonctionnement de l'argent. Pourquoi les riches sont devenus très riches? Et pourquoi les pauvres s'appauvrissent? Et des étapes clés qui vous permettront de sortir de votre situation actuelle. On va y revenir dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, j'ai envie de revenir d'abord sur les dangers. Pourquoi aujourd'hui vous devez impérativement vous intéresser à votre liberté financière? Et il y a 5 grands dangers qui vous guettent. Justement, j'ai essayé de développer une approche globale parce que l'idée, c'est de maîtriser toutes les dimensions qui vous permettront de devenir libre financièrement. L'objectif, c'est de vous permettre de devenir totalement autonome, de prendre vos propres décisions. C'est faire en sorte que vous ne soyez plus tributaire d'un conseiller financier. Pour la petite histoire, c'est dans cet hôtel qu'a été tournée Mission Impossible, je pense numéro 3 ou numéro 4.